Bonjour à tous, c'est Pablo Mira pour 168, troisième épisode de cette saison 2 qui se terminera sans doute dans plusieurs mois si j'ai encore quelque chose à vous dire. J'ai encore des choses à vous dire, il se passe des choses dans ma vie. Je vous les raconte. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter à peu près, non pas mes 168 dernières heures, mais mes 48 dernières heures. Ce qui s'est passé parce qu'en fait je suis allé dans un salon du livre, je crois que ça s'appelait la place du livre si je dis pas de bêtises. C'est à Nancy, c'est l'un des gros salons de littérature en France. Il y a Brive, il y a Paris, j'y étais parce que Bibi il a écrit un bouquin. Ok, il n'a pas écrit un bouquin tout seul, il a écrit un bouquin avec deux autres personnes, Benjamin Vert et Benjamin Ifra. Ce bouquin, il s'appelle Pourquoi vous faisiez ça. Je suis en train de faire de la promo. C'est la première fois que je fais ça dans 168. Il sort le 16. Ça s'appelle Pourquoi vous faisiez ça. Parce qu'on s'est posé la question de pourquoi vous faisiez ça. Des choses comme par exemple les militaires qui se baladent en tenue de camouflage forêt, gare du Nord. On vous voit, les mecs. On vous voit. Et donc, il y a plusieurs observations comme ça. Et donc, bref, le livre sort le 16, mais je suis allé le présenter ce week-end à Nancy, dans ce salon littéraire. J'ai passé un bon moment. Hein, le Pablo, il a passé un bon moment. Il a rencontré du public. Ça lui a fait plaisir. Hein, j'étais dans un cadre que j'aime bien. Hein, les livres, oui, 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 on aime. Hein. Pablo, il gloutonne. Il gloutonne. Alors, il gloutonne surtout de l'essai, sciences humaines, sciences sociales, ce genre de choses. Il gloutonne très peu de romans. Hein, parce qu'il a l'impression de perdre son temps. Non, mais en tout cas, c'était très agréable. J'adore les livres. Je trouve que c'est une expérience intellectuelle intéressante. Je trouve que ça nous élève ou alors ça nous permet de nous évader autrement, avec une autre qualité que juste mater La Casa des Papel saison 5 pendant 24 heures et de tout bouffer. Je trouve que ça nous permet de nous projeter plus longtemps. Ça crée une espèce de petite bulle où on est entre soi et le récit, le roman, le contenu qu'on est en train de lire, et on sort de là un chouïa un peu différent. Il y a une petite transformation qui s'opère, alors qu'il y a un peu moins de transformation qui s'opère, je trouve, quand on mate un film ou une série. Mais, j'adore les livres. J'ai rencontré des gens extrêmement sympathiques. Les auteurs de livres sont des gens gentils, hein, ils sont moelleux comme ça. Alors ils sont blancs aussi, hein, ils sont très blancs. Ça m'a sauté au visage, au regard pendant ce festival. Ils sont blancs, attention, avertissement blancheur quand même. Mais ils sont gentils, ils sont gentils. Mais je suis en train de me rendre compte, et je leur ai pas trop dit ce week-end, qu'ils vivent dans un monde qui va pas disparaître, mais qui va tout doucement s'effacer comme ça. Tel un petit mirage dans le désert. Je vais faire partie de ce monde-là aussi qui va s'effacer dans un petit mirage. C'est la civilisation de la lettre, de l'écrit. On va disparaître tout doucement comme ça et on va se faire défoncer par une autre civilisation. Alors, chance, j'en fais partie aussi un petit peu. Hein, le Pablo, il collabore des deux côtés, comme ça, il survit toujours un petit peu. Hein, c'est l'école années 40, ça fait plaisir. C'est la civilisation de la vidéo. Hein. Entre la puissance des écrans, la puissance de réseaux sociaux genre TikTok. Hein, on fait une vidéo marrante en 15 secondes, on la poste et ça touche 3000 personnes quand on a 200 abonnés, et ça touche 3 milliards de personnes quand on a 1 million d'abonnés. Entre les écrans, les attraits de l'écran, la facilité, l'aspect plus divertissant, parce qu'une vidéo TikTok, ce sera toujours beaucoup plus divertissant qu'une page d'un roman de Camille Kouchner. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait moins d'inceste dans les livres de Camille Kouchner? Ça, voilà, c'est une autre débat, j'ai envie de dire, même si c'est pas français. Mais voilà, le livre va faiblir, ça c'est évident. Hein, parce que le cerveau, il a envie de voir des écrans, il a envie de voir un feu d'artifice d'images et de pixels, il n'a pas envie de se faire chier à lire des lettres en Time New Roman 10 et de se taper et de se farcir un truc qui lui rappelle le Moyen-Âge. Moi, je le fais, on est encore quelques-uns à le faire, ça va pas durer longtemps. Hein. On va disparaître 3 4 générations, et après on sera dans une autre civilisation. Alors, moi, ce que je disais, chance, je fais des choses sur des écrans quand même. Tout ce qui est télé,
tout ce qui est réseaux sociaux, en 2-2, Instagram, tout ça. Donc, je pourrais encore survivre. Je pourrais proposer des choses aux gens et ils le mangeront comme ça parce que c'est sur un écran. Mais le bouquin que j'ai fait là, il va peut-être marcher. Bon, bah, si je refais un bouquin dans 30 ans, c'est que j'ai aucun sens commercial, hein, aucun sens de l'air du temps. Mais, euh, mais c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Alors j'étais en train de réfléchir pendant ce salon du livre, est-ce que moi je sors un livre drôle, qui n'est pas un roman, qui est un livre donc de compile d'observations drôles, si possible. et, euh, et je réfléchissais pendant ce salon, et je me disais, je ne connais pas de roman. J'en ai lu quelques-uns quand j'étais gamin, hein. Quand j'étais un enfant de la balle, que je jouais avec des bâtons et des seringues, je lisais un peu de romans. Après, j'ai arrêté parce que je considérais que c'était perdre du temps. Et j'ai lu beaucoup d'essais à la place. Mais il y a très peu de romans très très drôles. Alors, s'il y a les Myranautes qui écoutent 168 actuellement et qui bouffent et qui gloutonnent du roman, hein, comme dirait Thomas VDB, citez-moi un roman, mais vraiment très 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 drôle. Parce que je connais d'autres livres drôles, genre des BD par exemple. Fab Caro, c'est exceptionnellement drôle. La rythmique, les répliques, les situations sont vraiment très 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 drôles. Les romans de Fab Caro sont pas très drôles, ou en tout cas infiniment moins que tout ce qu'il peut faire en BD qui est ouf, qui est incroyable. Mais chez les autres auteurs, je ne vois pas d'autres romans extrêmement drôles où genre tu lis et tu rigoles devant les pages de choses qui sont écrites. Je connais pas ça. Donc ce sera peut-être mon prochain challenge artistique et littéraire. En tout cas, ça me réveille. Ça me fait faire des frissons là. J'ai les poils qui s'érissent sur le... Ah non, en fait c'est juste du gel. Mais un jour, peut-être que je ferai un roman drôle, les amis. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce salon, je me suis rappelé, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un rappel comme ça, que j'aime bien rencontrer les gens. Alors, chance, moi, bon, j'ai un petit peu le vu à la télé grâce à Quotidien, ou vu à la radio, ce qui marche aussi grâce à France Inter, RTL, tout ça. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui sont venus me voir, ça s'est très bien passé, c'était très cool. Euh, et donc, j'ai pu voir un peu mon public de Nancy et ses environs. Et j'adore les gens, j'adore les gens. C'est une phrase nulle, j'adore les gens. C'est une phrase de Bisounours, c'est une phrase de Faustine Bollard. Mais vraiment, j'aime rencontrer mon public et faire des blagues avec eux. Pas genre juste qu'ils me disent ah, vous êtes génial, Pablo, est-ce que je peux toucher ton visage? Non, ça c'est la partie la moins intéressante de l'interaction pour moi. Le plus intéressant, c'est juste viens, on discute, viens, on fait des blagues ensemble et on passe un bon moment où on est juste content tous les deux de cette rencontre et on s'est bien marré. C'est vraiment ça que j'aime bien. Et ça, j'en ai fait à Nancy là pendant la dédicace où c'était un peu ça à la chaîne. Mais alors c'est compliqué de trouver le juste milieu entre combien de temps tu accordes à chaque personne et en même temps il faut faire tout le monde et en même temps il faut accorder suffisamment de temps. Donc bon, un petit numéro d'équilibriste, hein, bon. Mais je fais ça aussi après les spectacles que je fais parce que je trouve ça horrible les artistes qui font leur spectacle et qui se cassent dans leur loge et qui reviennent à la sortie du théâtre, mais genre hyper longtemps après, il reste quatre personnes et ça les fait chier de discuter avec leur public. Non, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien discuter une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure plus rarement avec le public, tous ceux qui veulent, après le spectacle, quoi. C'est ma vision de ce métier, hein. On fait pas ça que pour engranger de l'argent contre des blagues, contrairement à ce que dit le titre de mon spectacle. Euh, mais j'aime bien ça, j'aime bien ça. Alors après, il se trouve que j'aime bien mon public aussi. Ça, c'était une vraie réflexion qui m'est venue aussi pendant ce salon de Nancy. J'aime bien mon public. Ils sont gentils, comme ça, ils sont un peu facétieux, ils sont un peu taquins, ils font des vannes un peu, ils sont pas très moutonniers, ils sont souriants, ils sont en détente, et puis voilà, ils sont un peu fans, mais pas trop, hein. Moi, tout ce qui est de l'ordre de la surfanatitude, je suis pas très très bien. Ça me eczéma dans le pli de laine. Mais chance, le public qui me suit, ils ont pas ce truc-là et c'est très bien. Continuez comme ça, hein. Voilà, suivez un petit peu mon activité.
Soyez pas trop fan, hein, voilà, il y a pas de raison. Je suis quelqu'un comme tout le monde, hein, il y a des problèmes de surpoids, il y a des problèmes de sudation aussi énormément, chez moi, il y a des problèmes de fiscalité, donc il y a, pas de raison, d'être surfan. Alors, je dis ça et en même temps, c'est pas non plus Bruno Mars, ma carrière, hein. C'est pas je rentre dans une pièce et tout le monde se retourne et tout ça, c'est je rentre dans une pièce, les gens disent: «Hein, ce serait pas Philippe Lachaud?» et heu et en fait, c'est pas Philippe Lachaud, non, non, voilà, il y a pas le même compte courant. Donc bref, j'aime bien mon public, continuez comme ça, vous êtes bien, vous êtes taquin, vous êtes sympathique, vous êtes un peu Charlie, hein. Ça peut être un peu trop Charlie, ça faudra faire attention, faudra faire des stages de décharlisation, évidemment. Par contre, ce salon m'a rappelé autre chose, de beaucoup plus dramatique, de beaucoup plus agressif. Il y a une personne qui est venue, adorable, adorable, une femme, une mère plus exactement, elle est venue avec son enfant qui me détestait et qui s'est mis à pleurer, mais genre très 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 fort, très 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 fort. Et alors moi, il y a une part de moi, bon, il y a des origines espagnoles, origines françaises, et puis il y a un peu des origines saïennes aussi. Tout ce qui est famille de Broly, c'est-à-dire quand on entend un enfant pleurer à côté de soi, bon bah les yeux se révulsent, les muscles gonflent, les cheveux deviennent un peu vert jaune, et il y a destruction de planète à la clé. Non, je suis en train de me rendre compte que il y a quelque part dans mon cerveau quelque chose qui s'active de très très dur quand j'entends un enfant pleurer. Ça me met pas bien, hein. Alors je crois que ça met personne bien de base, un enfant qui pleure à 130 décibels, je rappelle, c'est le bruit d'un FAMAS à un compte tir, petite cartouche. Mais il y en a chez qui ça crée de l'angoisse. C'est mon cas, hein. Ça crée pas que de l'agacement, ça crée une angoisse à l'intérieur. Et je me suis rendu compte, je me suis rappelé que je crois que je déteste les enfants, hein. Je suis désolé de le dire comme ça. Je vois pas comment le dire autrement. Je vois pas comment le dire plus honnêtement que ça. Je déteste les enfants. Vraiment, je les déteste. Quand je les croise, mais à tout âge, hein, tout âge, ils peuvent avoir 3 ans ou 2 heures, je les déteste. Je les déteste. Bon, déjà au début, bon, bah, ils sont moches, ils sont dégueulasses, ils sont dégueulasses, hein. Bon, bah, il y a des visages, c'est des culs, il faut se le dire. Il y a des visages, c'est des culs, hein, ça c'est sûr. Euh, c'est des monstres d'égoïsme quand même, hein. Je veux dire, c'est ce qui se rapproche le plus du barbare, quoi, sans la capacité musculaire. Les enfants sont techniquement des barbares qui n'auraient pas eu accès à une salle de sport au fitness park. Euh, mais ce sont vraiment des monstres d'égoïsme, hein, qui pensent qu'il n'y a que sur cette terre des boules de pulsion et de demande. Et moi, j'ai plus la patience. J'ai plus la patience. J'ai envie de leur dire, écoute, grandis immédiatement de 10 ans ou suicide-toi, gamin. Suicide-toi. Parce que là, c'est insupportable. Non, même les enfants gentils, je les aime pas, au fait. Je sais pas pourquoi. Si, il y a la. il y a- J'aime les enfants tristes, c'est bien ça. Les enfants tristes, bon, bah voilà, ils sont discrets, ils sont gentils, ils font pas de bruit, ils parlent pas trop. Quand ils parlent, bon bah ils disent pas forcément une connerie. Voilà, moi j'aime bien les enfants tristes, c'est un peu des enfants japonais, quoi. Ça fait, ils ont ce truc-là que j'aime bien, quoi. En société, ça passe bien. Euh, J'aime pas, oui, le bruit essentiellement. L'inutilité des enfants, hein. C'est des gens qui n'ont aucune utilité sociale, hein. Alors, ils sont utiles pour leurs parents parce que ils apportent un certain truc psychologique et tout. Mais un enfant, bon, bah, c'est des coups, hein, ça on le sait, c'est de la caillasse, hein. Ça te prend tout ton temps, tout ton argent, mais voilà, en contrepartie, bon, bah, socialement, c'est pas super utile. Alors, vous allez me dire, un enfant, oui, c'est pas utile sur le moment, mais quand ça va devenir un adulte, ça va devenir un travailleur potentiellement, donc d'une force de travail. Il faut bien que le pays tourne avec des travailleurs, parce que si il y a plus, s'il y a plus les enfants, il y a plus les adultes de plus tard. Oui, donc les enfants sont utiles. Oui, les enfants sont utiles quand ils sont adultes, donc pas quand ils sont enfants. Donc les enfants sont inutiles, hein. Après ils vont devenir adultes et ils seront utiles, mais pas des enfants. C'est l'éternel dilemme de la poule ou de l'œuf. Je sais pas si c'est vraiment le dilemme de la poule ou de l'œuf, mais j'avais envie de dire le dilemme de la poule ou de l'œuf pendant cet épisode de 168. Donc voilà, je suis en train de faire le deuil de beaucoup de choses dans ma vie. Je suis en train d'accepter des choses en moi. Le fait d'aimer
d'aimer la classe moyenne, le fait de pas trop aimer les gens, le fait d'être un peu de gauche malgré tout, alors que j'espérais être apolitique. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Et là, je suis en train d'accepter le fait que, voilà, c'est bon, les enfants, je veux pas d'enfants. Je les aime pas. Je les aime pas. Ça m'intéresse pas, quoi. Quand les gens me racontent la vie de leurs enfants, ça m'intéresse pas non plus. Aucune vie d'enfant n'est incroyablement fabuleuse, hein. Sauf peut-être la fille de Bill Gates ou une enfant Kaboul, qui est une enfant Kaboul, une enfant afghane, une enfant Kaboul. Ah, j'aime beaucoup cette expression, les enfants Kaboul. Non, une enfant afghane qui a échappé à un régime tyrannique. Mais là, on parle de 200 enfants sur toute la Terre, hein. Donc non, non, non. Les enfants sont pas exceptionnels. Les enfants sont pas l'avenir, hein, parce que je rappelle que aujourd'hui, les adultes qui sont en train de nous mettre dans le panneau, euh, dans le mur à cause du réchauffement climatique, les décisions, l'absence de courage politique et tout ça, hein, bon, bah, ces adultes-là, ils étaient des enfants avant. Et les gens disaient, bah, ces enfants, c'est notre futur quand même. Bah ouais, mais c'est notre futur qui est bien merdique quand même. Donc voilà, il y a des enfants, peut-être il faudrait qu'ils ils disparaissent comme ça, voilà. Je dis pas qu'il faut mettre fin à leur vie. Je dis juste, le Périgord est grand quand même. On pourrait faire des lâchers d'enfants dans le Périgord. Et ils vivraient dans les bois, et ils se nourriraient d'écorces, de lichens, et ils seraient sans doute recueillis par Jean Lassalle qui leur apprendrait à combattre des ours à main nue. Voilà, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Et puisqu'on parle de terroir, de campagne, sur le retour du salon de Nancy, TGV, première classe, ouais, ouais, le confort, ça fait plaisir. Le dos pour les vertèbres, ouais, elles chantent les vertèbres quand elles sont en première classe. Des paysages, des beaux paysages, hein. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans l'est de la France. Il y a des beaux paysages, hein, sur le chemin Paris-Nancy. Je les regardais et je me disais, putain, j'aimerais bien vivre là, ce petit village. Je vois un clocher au loin entouré de quelques maisonnettes. J'aimerais bien vivre là-bas. Et ça me fait souvent ça quand je voyage en train. Je vois des beaux paysages parce qu'il y a des beaux paysages en France. Alors je crois qu'il y a des beaux paysages quand même un peu partout en vrai, hein, même les paysages désertiques, machin. Je crois qu'en vrai, il doit y avoir 3 pays où il n'y a pas de beaux paysages. Et, euh, et donc je vois ça et je me dis, c'est magnifique, je me prends à rêver, je me prends à me dire, bah voilà, en bon parisien, vas-y, plaque tout, achète-toi une petite maison, hein, pour 2-3 euros, bon bah tu obtiens quoi, 3-4 hectares, voilà, de terrain, jacuzzi compris. Et je me prends à rêver de déménager dans ces zones-là et ça me détend et puis après je me dis d'un coup, ouais, t'as pas les couilles de le faire, Pablo, rentre à Paris, dans cette folie urbaine qui est la tienne afin de faire ton métier. Euh, un rapport paradoxal avec la campagne, hein, que je vois comme un Éden, mais un Éden que je ne m'autorise pas. Je ne sais pas pourquoi. Psychologiquement, il y a la peur peut-être de sombrer, de plus avoir l'attention des gens parce que c'est plus compliqué de faire mon métier, d'être dans les médias, de faire du spectacle et tout ça quand on n'est pas à Paris, hein. Et comme je suis un monstre narcissique, je me nourris d'attention. Donc si je vais dans un endroit où il n'y a plus aucune attention, je pense que je vais faire une crise d'angoisse au bout de 12 minutes 30. Je vais arriver dans la maison avec le Renault Espace. Je vais enlever les bagages, je vais faire ah, on est bien, il n'y a personne. Il n'y a personne. Où sont les gens? Aimez-moi. Donnez-moi de l'attention. Je pense que ça va se passer comme ça techniquement si je décide un jour de déménager à la campagne. Donc voilà, ça restera à jamais, j'espère pas, cet Eldorado, ce jardin d'Éden inatteignable, car je n'ose pas tendre ma main pour le toucher. Dernière réflexion. J'étais toujours qui m'est venue, hein, pendant le trajet, j'étais toujours dans le TGV. Bon, je regardais des petites choses sur internet, quoi, threesome, tout ça. Et non, et il m'est venu une réflexion en voyant une interview. Je crois que c'était Patrice Evra qui parlait de Cristiano Ronaldo. Donc là, on est sur l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Et il racontait que le mec, toute sa vie, même les loisirs, même le temps libre, était tourné vers
le fait de devenir un meilleur sportif, d'avoir des meilleures performances, de rester en état physiquement, de s'entraîner, de ce genre de choses. Et je crois qu'il racontait un week-end ou un dîner qu'il avait fait avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mangeait trop sain, voulait pour se détendre faire quelques passes, aller au sauna, enfin bref, prendre soin de lui et rester un athlète de très très haut niveau. Et c'est là que je me suis dit, Pablo, tu n'aurais jamais pu être un sportif de haut niveau. Et c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour tous les sportifs de très 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 haut niveau. Car je pense que ça implique une quantité de sacrifices incroyable. Incroyable. Je pense qu'on a très très peu d'idées. Il y a des reportages, il y a des documentaires, on les voit à l'entraînement, blabla, des interviews et tout. Mais juste la réalité de ce que c'est en termes de masse de sacrifices d'être un sportif de haut niveau, c'est dingue. C'est du temps. C'est genre, après ça dépend des disciplines sportives. Il y en a qui s'entraînent 6 heures par jour, d'autres 8, d'autres 4, ça dépend. Mais déjà, tu donnes énormément de temps. Alors tu me diras, c'est un travail, hein. Chaque jour, on donne 7 heures de notre temps à notre travail. Ok, soit. C'est une énergie physique non négligeable, hein. Il y a peu de professions qui donnent autant de calories à leur travail. Quand même, peut-être les mecs du BTP, ce genre de choses. Mais quand même, il y a peu de métiers où tu dois dépenser autant d'énergie physique et donc psychologique pour quand même euh, atteindre ton niveau et faire ton métier le mieux possible. Les plaisirs, le nombre de plaisirs de bouffe, de divertissement que tu ne peux pas te permettre quand tu veux être un athlète de haut niveau. Tu ne peux pas trop faire la fête si tu veux vraiment être au plus haut niveau. Après, tu peux évidemment toujours faire une partouze avec d'autres footballeurs, mais le lendemain matin, tu vas arriver à l'entraînement, bon bah tu vas avoir des petites cernes et tes jambes elles vont aller un peu moins vite. Mais si tu veux vraiment être au plus haut niveau, tu peux plus te permettre de faire ça. Tu peux plus te permettre de sortir jusqu'à 2 heures. Tu es obligé de dormir 8 heures par jour parce que ton corps a besoin de se reposer pour être hyper performant. Tu dois sacrifier un petit peu ta jeunesse aussi, un peu, quand même, parce que la plupart des sportifs de très très haut niveau, ça commence tôt, hein, ça commence à 8 ans, 9 ans, parfois 10 ans, bon, parfois un peu plus tard, mais genre il faut sacrifier genre un peu sa scolarité, hein, parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est le sport, et donc le reste des cours, pas gueudin. Donc niveau carrière professionnelle, c'est chaud. Et ensuite, il faut sacrifier du temps que tu as pour travailler sur soi, hein, que ce soit faire une psychothérapie, avoir une religion et une pratique spirituelle, réfléchir sur la vie, lire des livres de ce que tu veux, de sciences humaines, de sciences sociales, pour réfléchir un peu sur le monde, sur soi-même, sur ce qu'on est. Donc, faut sacrifier une quantité de choses démente. La liberté d'expression, les plus grands sportifs de haut niveau, à part genre quelques mecs hors normes, genre Mohamed Ali, ce genre de choses, ça représente un tel truc commercial avec les partenariats, avec les marques, avec les clubs. Ça représente tellement d'argent que tu ne peux pas te permettre de dire ce que tu penses vraiment. Moi, j'ai croisé quelques sportifs de très très haut niveau dans les émissions, les trucs comme ça où je suis allé. En fait, tu sens qu'ils pensent des choses qu'ils ne s'autorisent pas à dire sur des sujets de société, sur eux-mêmes, sur leur boulot, sur le championnat dans lequel ils sont, peu importe. Ils ne se l'autorisent pas parce que comme ils ont des deals de marque, des deals d'image, eh ben, ils ne peuvent pas altérer leur image, sinon ça risque de ken le deal et ça risque de ken leur notoriété. Donc ils ne s'autorisent pas à dire ce qu'ils pensent non plus. C'est une autre forme de sacrifice. Euh, il y a trop de choses à sacrifier pour être un sportif de haut niveau et je serais incapable euh, d'avoir leur vie qui est visiblement très très merdique pour obtenir le plus haut niveau de ma discipline. C'est comme ça. Ces gens-là ont fait un choix de privation, mais d'excellence, je ne saurais pas le faire. Bref, je voulais vous laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu, hein. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à rien faire, hein. Je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de parler de ce podcast à d'autres personnes ou de liker. Rien à foutre. Vous avez aimé ce truc-là, ça fait plaisir.
Ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Je suis pas à la recherche d'une fanbase énorme. Je vous aime, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de quelqu'un d'autre. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous.